Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 avril 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Eh bien, hier, je suis allé à la petite manifestation qui se déroulait devant Radio-Canada. Nous étions quelques centaines, c'était plutôt agréable. Et je tenais quand même à vous dire une chose. Il y a quelques pensées qui me sont venues à la suite de cette manifestation, de paroles. On a vu toutes sortes de gens prendre la parole. En particulier, une intervention que j'ai trouvée très réussie d'une prof de philo, Madame Côté. Très, très bonne intervention, solide, d'aplomb. Alors, je tenais à vous dire qu'il est bien possible que la prochaine élection soit gagnée par Jean Charest. Les forces de l'argent qui sont à l'œuvre sont énormes. Les forces de l'argent avouées, les forces de l'argent occultes sont immenses. Nous savons tous que l'humanité est arrivée à un tournant de son épopée et que la crise majeure, la crise financière majeure qui a commencé en 2008 n'a pas trouvé sa solution encore. Et la pensée qui m'est venue, c'est que la guerre, nous sommes entrés en guerre, une guerre pour le changement. Les forces de l'argent vont déclarer la guerre à la démocratie, sans doute. Ils vont trouver des porte-paroles de plus en plus fascisants. Et cette guerre promet d'être très longue. Et elle va déboucher soit sur un nouveau monde, ou peut-être sur une troisième guerre mondiale. Alors, je demande à tous ceux qui écoutent mes vidéos de ne pas se décourager si dans 5 semaines, 6 peut-être, Jean Charest est réélu. Je vous demande de ne pas vous décourager. Je souhaiterais également que Pauline Marois ouvre le jeu avec Québec solidaire et qu'elle leur laisse une place. Et je souhaiterais même que Gilles Duceppe devienne son bras droit, qu'il ait l'humilité d'accepter ce poste de numéro 2. Je pense que nous ne serons pas assez nombreux pour livrer un combat qui risque d'être sans merci. Mais sachez bien que même si nous perdons cette bataille dans 5 ou 6 semaines, que Jean Charest déclenche des élections et qu'il le fasse sur le dos des étudiants, n'oubliez jamais que les forces de l'argent qui sont à l'œuvre, Power Corp, Québécois et tous leurs larbins, sans compter tous ceux qui ont le cerveau lavé, eh bien, ne vous découragez pas. Cette guerre va durer très longtemps. Il va falloir être opiniâtre, combatif, résistant, résilient. Il va falloir s'armer de courage, de patience. Ils ne laisseront pas le morceau facilement. Alors voilà. Voilà, c'était quelques-unes des pensées que m'ont inspiré la manifestation d'hier. Alors aujourd'hui, je continue avec Victor Lévy-Beaulieu, son essai Poulet consacré à Jack Kerouac. Évidemment, je ne crois pas à l'autobiographie. Ce souvenir est un parti pris de tout ce que tu laisses derrière toi, de la multitude de faits vécus, de l'onirisme qui est, fondamentalement, la grande force de l'enfance. Que reste-t-il de tout cela quand tu décides, devant ta machine à écrire, de te raconter, de dire de quoi et de qui tu fus fait? L'autobiographie, c'est le choix que je fais de mes mensonges. C'est la métamorphose à laquelle je les oblige, car la vie, comme le roman, n'est que l'expérimentation d'une banalité assumée dans le quotidien. Quoi de plus épais dans sa longue et monotone description que À la recherche du temps perdu de Marcel Proust? La force de l'œuvre est dans son langage et dans l'immense patience de son créateur. Les faits en eux-mêmes n'ont que peu de poids. Par exemple, les longs chapitres consacrés à la mort de la grand-mère,
Peut-on imaginer quelque chose de plus banal et de plus mesuré? Et pourtant le verbe de Proust, dont le mensonge transmute tout cela, donne à la maladie de la grand-mère une force épique dans laquelle s'engloutit tout le reste du monde. Et c'est ainsi que tout prend son sens. Kerouac n'a jamais caché que son rêve d'écriture était d'atteindre la perfection proustienne, écrire un livre unique aux vastes dimensions, dit-il, et d'écrire mes expériences au fur et à mesure, et non après coup sur un lit de malade. Peut-on se tromper autant sur soi-même? Jack, mais c'est Céline. Et qu'est-ce que Céline, sinon l'envers de Proust? C'est à partir de son langage que Jack crée le souvenir. Ah, cette fameuse tasse de thé proustienne sur laquelle il revient continuellement. N'est là que pour faire éclater la phrase et en aucun cas la mémoire, comme chez Proust, ne plie le langage à sa loi. De son enfance, Jack retient d'abord tout ce qui concerne l'oreille. L'œil ne vient qu'en second lieu. Cette extraordinaire mémoire des mots qu'il entend et dont il parsème son œuvre. Cette utilisation du langage des Canucks qui l'empêchait de mentir, le joual de son enfance, n'ayant pas ses prolongements dans la vie adulte. Cette langue primitive que Jack, contrairement à l'anglais, ne peut pas inventer. Ce joual si particulier à Lowell et dont l'oncle Mike est le héros. Cet homme si intelligent, dit Jack, qui se rappelait toutes les crues de l'histoire, qui parlait interminablement d'une voix éraillée et triste, des beautés de la poésie de Victor Hugo. Mais plus que la poésie encore, c'était le passé qui était l'obsession de l'oncle Mike. Tout ce passé perdu et auquel il n'avait su demeurer fidèle, ce qui expliquait peut-être pourquoi il souffrait tant dans l'attente de sa mort. Quand les parents de Jack l'amenaient chez l'oncle Mike, voyez-les frapper à la porte. Voyez Jack presser la grosse main d'Émile dans la sienne. Voyez l'oncle Mike apparaître, la larme à l'œil. L'oncle Mike, une manière de vieux fou sage ou de prophète, met ses grandes palettes sur les épaules de Jack et lui tient d'étranges discours. Oh, mon pauvre petit Jean, si tu savais tout le trouble et toutes les larmes, et puis les pauvres en voyage la tête au sein, pour la grosse douleur impossible de cette vie, où on se trouve dômé à la mort. Pourquoi? Pourquoi? Seulement pour souffrir, comme ton père Émile, comme ta tante Marie. Pour rien, mon gars, pour rien, mon pauvre petit Jean. Sais-tu, mon âme, que tu es destiné d'être un homme de grosses douleurs et de talent. Ça n'aidera jamais vivre ni mourir, tu vas souffrir comme les autres, plus. Napoléon était un homme grand. Aussi le général Montcalm, tant bien qu'il a perdu. Ton ancêtre, l'honorable soldat, baron Louis-Alexandre Lebris de Duluoz, un grand-père, a marié l'Indienne, retournant en Bretagne. Le père, là, le vieux baron, a dit, criant en pleine tête, « Retourne-toi à cette femme, sois un homme honnête et d'honneur. » Le jeune baron a retourné au Canada, à la rivière du Loup. Il avait gagné de la terre allongée sur cette fleuve. Il a à eux ses autres enfants avec sa femme. Cette femme, là, était une Indienne. On ne savait pas rien d'elle ni de son monde. Tous les autres parents, mon petit, sont 100% français. Ta mère, ta belle petite mère Angie, voyons donc, cette petite bonne femme de cœur. C'était l'abbé tout français au moins qu'un oncle, avec un nom anglais, Gleason, Person, quelque chose comme ça, il y a longtemps, 200 ans. Et comme un coup de poing, cette manière de renvoi
cette conclusion d'un esprit à l'agonie dont Jack n'oubliera jamais la dure leçon. Oh, les pauvres du Luos meurent toutes, enchaînées par le bon Dieu, pour l'enfer, pour la peine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être avec moi. Je ne remercie pas cependant le troll qui m'envoie des messages, à qui je ne répondrai plus. Je ne répondrai plus à ce monsieur, qui prétend déjà être un autre monsieur, décidément. Alors, mes vidéos vous plaisent. Je vous remercie de vous y abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde-Sang. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, à visage découvert, entre honnêtes gens. Merci et bonne journée.